Manifestation de l'opposition en Guinée, plus d'1 millier de personnes étaient jeudi dans les rues de Conakry pour, entre autres, dénoncer les violences des forces de défense et de sécurité. Des affrontements ont éclaté. La levée des sanctions de l'ONU contre l'Érythrée marque un nouveau signe de détente dans la Corne de l'Afrique. Mais est-ce le début des réformes significatives? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, inauguration d'une ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca. Pour l'événement, le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi au Maroc, appuyé par le roi Mohamed VI. C'était là les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Des centaines de personnes manifestent dans la capitale guinéenne Conakry pour exiger la mise en place des élus communaux et dénoncer les violences des forces de défense et de sécurité. Des affrontements ont éclaté entre groupes de jeunes armés de pierre et la police qui a répondu avec des gaz lacrymogènes. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en décembre 2010, une centaine de manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon l'opposition. Les autorités font pour leur part état de 13 policiers ou militaires tués lors de manifestations au cours de cette période. La marche, interdite par le pouvoir, avait réuni 1 millier de personnes à Kosa, dans la banlieue de la capitale Conakry. La manifestation s'est ensuite dispersée sans que se tienne le meeting de l'opposition prévu à proximité du stade du 28 septembre. Nous allons suivre ici un extrait de propos de quelques leaders de l'opposition et de manifestants. Communiquer, vous savez pourquoi nous marchons? Parce que nous sommes dans un pays où les libertés sont bafouées, nous sommes dans un pays où les lois sont bafouées, nous sommes dans un pays où le gouvernement ne respecte pas les accords. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue jusqu'à ce que notre cause soit entendue par Alpha Condé et le clan des extrémistes qui sont en train de conduire notre pays à l'abîme. On ne veut pas un troisième mandat en Guinée, on veut un changement total. Assassinat mercredi du maire d'une commune de la région anglophone camerounaise du Nord-Ouest. À en croire le gouverneur de la région où est actif un mouvement séparatiste armé, le forfait a été commis par des hommes armés. Des enquêtes sont en cours pour retrouver les commanditaires de l'assassinat. Ngonfe Loma David Molo, militant du parti au pouvoir, était maire de la commune de Noa, située dans le département de Donga Mantung, où ont lieu des combats meurtriers depuis plusieurs jours entre l'armée et des séparatistes. L'homme a été froidement abattu mercredi par des hommes armés. Mardi, au moins 25 Amba Boys, combattants séparatistes du nord de l'Amazonie, un État qu'ils veulent créer, ont été tués par l'armée Ambot dans le même département. Le conflit armé a redoublé d'intensité dans la région du nord-ouest après plusieurs mois d'accalmie, les affrontements s'étant concentrés durant l'été dans la région du sud-ouest. Dans ces deux régions anglophones du Cameroun, une crise sociopolitique sans précédent s'est installée fin 2016 avant de se transformer fin 2017 en conflit armé. Des affrontements entre armées et séparatistes, regroupés en groupes éparses dans la forêt équatoriale, s'y produisent quasiment tous les jours depuis plusieurs mois. Plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises ont perdu la vie dans ce conflit, ainsi que plus de 500 civils, selon le think tank International Crisis Group. En Afrique du Sud, une commission parlementaire a apporté son soutien ce jeudi à un changement de la Constitution portant sur une réforme foncière. Cette réforme controversée prévoit des expropriations de terres sans compensation dans le but de corriger des inégalités entre noirs et blancs qui datent de l'époque de l'apartheid. Les parlementaires du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC et le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique EFF ont voté pour une modification de la Constitution portant sur une réforme agraire qui prévoit des expropriations de terres sans compensation. Mais le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, s'est exprimé contre cette réforme.
Les conclusions de la commission parlementaire risquent toutefois d'être contestées devant la justice avant un vote des parlementaires pour réviser la Constitution. Sous la pression de son parti, l'ANC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il souhaitait que la Constitution soit modifiée pour explicitement autoriser les expropriations de terres sans que les propriétaires soient dédommagés. Le projet qui vise à corriger les inégalités entre la majorité noire et la minorité blanche héritée de l'apartheid suscite des inquiétudes dans le pays et à l'étranger. Le 26 octobre dernier, le président Ramaphosa a tenté de rassurer les investisseurs étrangers inquiets, assurant que les entreprises seraient épargnées. Le chef de l'État sud-africain a engagé il y a quelques mois une réforme pour rééquilibrer la structure de la propriété foncière en Afrique du Sud, toujours largement aux mains de la minorité blanche, un quart de siècle après la chute de l'apartheid. Cette édition suit son cours au Gabon. La Cour constitutionnelle a modifié la Constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis 3 semaines à Riyad. Une décision jugée inacceptable ce jeudi par l'opposition et la société civile qui parlent de coup de force. La présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise, Marie-Madeleine Mbohantsuo, a convoqué la presse mercredi soir pour lui faire part de la décision de son institution de modifier la loi fondamentale afin de faire face à l'incapacité temporaire du président Ali Bongo. La Constitution actuelle ne prévoyant pas le cas d'incapacité temporaire du chef de l'État, la Cour saisie par le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a donc décidé d'y ajouter un alinéa. Le paragraphe ajouté stipule qu'en cas d'indisponibilité temporaire du président, certaines fonctions peuvent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. L'opposition et la société civile qui ont dénoncé un coup de force et un coup d'État constitutionnel opéré par la présidente de la Cour constitutionnelle soutiennent que la Cour n'a pas le droit de modifier la Constitution. Alors qu'aucun conseil des ministres ne s'est tenu depuis l'absence du président Bongo, la Cour a également autorisé le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou à convoquer et à présider un conseil des ministres. Avant d'être modifiée par la Cour, la Constitution stipulait que seul le président pouvait autoriser son vice-président à organiser un conseil des ministres. À Madagascar, les anciens chefs d'État Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sont toujours au coude à coude dans la course à la présidentielle, selon les résultats officiels partiels publiés ce jeudi et qui laissent se dessiner la tenue de second tour. Andry Rajoelina obtient 39,63% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui a réuni 35,42%. Selon des chiffres de la Commission électorale nationale indépendante qui porte sur 82% des bureaux de vote, Andry Rajoelina a obtenu 39,63% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui vient en deuxième position avec 35,42%, très loin devant le sortant Eri qui n'a récolté que 8,24% des voix. Des chiffres qui laissent se dessiner la tenue d'un second tour prévu le 19 décembre prochain. Depuis la tenue du premier tour le 7 novembre dernier, les 3 anciens présidents candidats ont émis des soupçons sur le travail de la CENI qui a rejeté toutes les accusations, notamment de fraude et de corruption. En 2001, Marc Ravalomanana avait proclamé sa victoire dès le premier tour de la présidentielle, provoquant une crise de 7 mois qui s'était soldée par la mort d'une centaine de personnes. Il avait finalement pris les rênes du pouvoir sans que soit organisé un second tour. Mais en 2009, il avait été contraint de démissionner sous la pression de l'armée qui avait confié la direction du pays à l'opposant Andry Rajoelina. Les 2 hommes s'étaient ensuite vus interdire de participer à la présidentielle de 2013. Je l'annonçais en titre, la levée de sanctions de l'ONU contre l'Érythrée marque un nouveau signe de détente dans la Corne de l'Afrique. Cependant, les experts préviennent qu'elle ne devrait forcément pas déboucher sur des réformes significatives de la part du régime en place. L'Érythrée a de bonnes raisons de s'estimer soulagée. Mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a, à l'unanimité, levé ces sanctions qui pesaient sur le pays depuis 2009. Cette résolution des Nations Unies intervient après un rapprochement spectaculaire et inattendu
entre l'Érythrée et l'Éthiopie sous l'impulsion du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Pour les experts, ce dénouement ne devrait forcément pas déboucher sur des réformes significatives. Le pays étant dépourvu de constitution ou de parlement, le changement ne peut venir que du président Isaias Afewerki, ancien chef rebelle, héros de l'indépendance et grand admirateur de Mao. Et si ce dernier a accepté la main tendue du nouveau Premier ministre éthiopien, signé avec lui un accord de paix en juillet et autorisé la réouverture des ambassades et de la frontière commune, il n'a pas en l'état amorcé de réformes à destination de sa propre population. Le régime, devenu ultra-autoritaire, a fait taire toute voix dissidente, emprisonnant opposants et journalistes, tout en imposant à la population une conscription obligatoire et illimitée. Les dissidents croupissent toujours en prison, les jeunes Érythréens sont toujours soumis au service national forcé et selon les Nations Unies, plus de 14 000 Érythréens ont fui le pays depuis septembre. Plus de 400 000 Congolais ont été expulsés ou ont fui l'Angola depuis octobre. C'est à la suite d'une opération des forces de sécurité visant officiellement à combattre le trafic illégal de diamants. La situation est décriée par l'ONG Human Rights Watch qui soupçonne les autorités de mauvais traitements. L'ONG Human Rights Watch tape du poing sur la table et déclare dans un communiqué que le gouvernement angolais devrait immédiatement suspendre l'expulsion de réfugiés de la République démocratique du Congo. Les autorités angolaises sont plutôt invitées à enquêter de façon impartiale sur les mauvais traitements dont sont soupçonnées les forces de sécurité. En effet, selon Human Rights Watch, les forces de sécurité et des jeunes de l'ethnie Chokwe qui se sont alliés à elles ont tué au moins 6 Congolais durant l'opération dans la province de Luanda-Norte, frontalière de la RDC. Mais le nombre de morts est très probablement plus élevé selon l'Organisation de défense des droits de l'homme. De nombreux migrants et réfugiés qui ont franchi la frontière avec la RDC ont accusé les forces de sécurité angolaises de les avoir agressés sexuellement, d'avoir pillé et brûlé des maisons. Pour l'ONG, l'Angola devrait cesser de forcer des gens à quitter le pays tant qu'il ne peut pas fournir d'éléments permettant de distinguer migrants irréguliers, réguliers et réfugiés. L'organisation met enfin en garde contre le risque d'une déstabilisation encore plus grande de la RDC voisine avec l'arrivée massive de réfugiés à quelques semaines des élections générales du 23 décembre. Inauguration d'une ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca pour l'événement. Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi au Maroc, appuyé par le roi Mohamed VI. La ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca est présentée comme la plus rapide d'Afrique et un symbole de la profondeur du partenariat entre Paris et Rabat. Pour le lancement, une grande cérémonie entourée par des mesures de sécurité maximales, comme pour tous les événements royaux, a été organisée dans l'immense gare rénovée de Tanger, Ongue maritime entre l'Afrique et l'Europe. Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI ont vu se remettre des billets de train. Le Caltrain les a amenés à Rabat à une vitesse de 320 km/h sur les 180 km du tronçon avant de rallier à 160 km/h la nouvelle gare de Rabat-Agdal. Ce déplacement du président français reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort entre les deux pays. Considérée comme une vitrine de la modernisation du royaume et du savoir-faire des entreprises, la ligne Tanger-Casablanca, d'une longueur totale de 350 km, reliera les deux régions les plus dynamiques du royaume en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. Le TGV marocain Al Borak, qui se veut la première ligne à grande vitesse du continent africain, est une vraie prouesse. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.